Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le débrief. Et voilà, depuis une semaine, le mondial de Qatar, c'est fini. Comme le monde entier, c'est le cas de le dire, le sait, c'est l'Argentine qui a remporté le trophée face à la France, suite à une finale aussi exceptionnelle que le fut l'ensemble de la compétition. Ce mondial a en effet pulvérisé tous les sentiers battus et pulvérisé toutes les autres convenances connues dans l'histoire récente et même ancienne du football. Première fois dans un pays arabe, première fois dans une seule et même ville, première fois où un pays arabe se hisse dans le dernier carré, première fois où tant de favoris mordent la poussière ou le gazon, bien avant les temps prévus. Première fois qu'il y a autant de spectateurs, première fois qu'une Coupe du Monde gagne autant d'argent, première fois qu'une telle compétition soit autant décriée par autant de monde dans le monde, enfin, et qu'il n'y a que des premières fois. Le mondial du Qatar aura été une réussite et aura bousculé des vérités souvent tranchées, mais que l'excellence d'à peu près tout dans l'organisation a démenti. Par ailleurs, et concernant notre sélection nationale triomphalement reçue comme il se doit et comme elle le mérite en début de semaine, on l'a tous vu, elle a bouleversé non seulement les pronostics, mais aussi notre manière de concevoir le football et surtout une certaine façon de vivre dans le pays, de nous voir dans le pays, une façon qui renoue avec la gagne, avec la victoire, l'assurance en soi et le succès mondial et la notoriété bien entendu internationale. On reviendra donc sur ce mondial, notre mondial en quelque sorte, avec deux passionnés et spécialistes de ce sport roi. Samir Chaoukri, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain. Merci encore. Khalid Domo, bonjour. Bonjour, c'est Aziz. Alors, vous êtes chercheur et vous êtes aussi, et c'est en cette qualité que vous êtes là, ex-vice-président du CAC de Qanetra. Merci, messieurs, d'être avec nous. Alors, on commence par vous, Khalid Domo. Impression générale sur le mondial, foot et organisation. Ce mondial, c'est une épopée historique qu'a réalisé le Maroc en un temps record. Sir Gragui a réussi à monter une équipe compétitive et qui est le moins qu'on puisse dire. Ouais, qui est montée crescendo dans son niveau. Au départ de la compétition, on cherchait à faire un huitième de finale, c'était le but qui avait été annoncé. Et à la fin de la compétition, on s'est retrouvé demi-finaliste et espérant passer en finale. Donc c'est vraiment une très grande réalisation qu'a accompli le groupe de Sir Gragui dans cette Coupe du Monde. Organisation extraordinaire au niveau de l'audience. C'est la troisième. Après les États-Unis en 1994 et le Brésil en 2014. Le Qatar a connu le plus grand nombre de personnes qui ont été 3 400 000 personnes ont regardé les matchs pendant ce mois de la Coupe du Monde. Donc c'est la troisième en termes de nombre, c'est la troisième Coupe du Monde après les États-Unis et après le Brésil. Donc ils ont été beaucoup décriés, le Qatar, avant la Coupe du Monde, mais les chiffres prouvent qu'en réalité, on en reparlera. Mais je constate que vous comparez donc cette Coupe du Monde, ce mondial, avec celle qui s'est passée aux États-Unis, 300 millions d'habitants, au Brésil, 200 millions d'habitants à peu près. Qatar, troisième. Oui. Merci pour les chiffres. Samir Chaoukri. En termes d'organisation, il n'y a rien à dire. C'était impeccable à tous les niveaux. Je pense que le Qatar a réussi ce challenge, ce méga challenge, et il était très attendu au virage par tout le monde, notamment par les médias occidentaux. C'est un succès planétaire en termes de soft power qatari. Je tiens à les féliciter pour nous avoir gratifiés de cette Coupe du Monde qui a été sans précédent sur le plan organisationnel et à tous les plans. Comme d'ailleurs l'a dit le président de la FIFA, Infantino lui-même, il l'a dit dans sa dernière conférence de presse à Doha. En termes de résultats techniques pour l'équipe nationale du Maroc, qu'est-ce que je dirais plus que bravo aux Lions? Ils ont épaté le monde entier, que diront les Marocains? Puisque le monde entier était épaté et ils ont réussi à fédérer tous les Arabes, tous les Africains, tous les musulmans. C'est une prouesse que seul le football peut réussir. Donc bravo à nos Lions, bravo, un grand bravo. Khalid Domo. Alors, merci pour les impressions générales. On va entrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, justement, que ce mondial qui a été décrié, autant scepticisé, même si ça ne se dit pas par pas mal de pays, quels sont les facteurs qui ont fait la force de ce mondial? Les facteurs qui ont fait la force de ce mondial, d'abord, c'est
c'est le fait qu'au final, on a eu 3 continents pour la première fois qui étaient représentés dans le carré final. Et donc, comme la Coupe du Monde s'est passée au Qatar et qu'un pays arabe a réussi à se hisser au niveau des demi-finales, on a remarqué que le public marocain est resté pour une fois 1 mois au Qatar. Donc pour les Marocains, effectivement, on a joué le rôle de la locomotive on espère pour l'Afrique et pour les pays arabes, parce qu'on a crevé ce fameux plafond de verre qui s'arrêtait au quart de finale avec les 3 équipes, le Sénégal, qui était encore allé, le Sénégal, le Ghana et le Cameroun. Et donc on a réussi pour la première fois à passer en demi-finale et on s'est pris à rêver d'une finale de Coupe du Monde. On a perdu 2-0 un match très disputé avec la France où on pensait que Sir Gragui avait une équipe ultra défensive, mais on s'est rendu compte qu'on avait la possession à presque 61% contre la France. Donc ça prouve que Sir Gragui il est capable de s'adapter à différents styles de jeu. Donc les facteurs qui ont permis à ce mondial d'être un grand succès, c'est justement le fait que les petits poussés, entre guillemets, ont prouvé qu'ils n'avaient plus rien à envier à leurs homologues européens et sud-américains. Et on a remarqué d'ailleurs que à la fin des huitièmes après les 2 premiers matchs, les 5 prétendants africains avaient encore l'occasion de passer en 8e de finale, ce qui est une première. Donc le football africain a prouvé qu'il avait bien avancé et on espère que dans les éditions prochaines, d'autres pays africains, Inch'Allah, pourront aller aussi très loin. Pourquoi pas la finale ou pourquoi pas la remporter un jour, Inch'Allah. Je ne sais pas si vraiment c'est un plafond de verre ou un plafond de fer. On a l'impression de dire toujours plafond de verre. Mais il y avait une sorte de déterminisme quelque part. On disait, les petits poussés, comme vous les appelez, il n'y a plus de petits poussés, mais les petits poussés, comme on les appelle, si vous avez beaucoup de chance, vous arrivez en 8e de finale, et c'est fini là-dedans. Donc je ne sais pas si c'était vraiment un plafond de verre que les Marocains ont explosé. Alors Samir Chouakhi, justement, dans cet ordre-là, est-ce qu'il y a eu Il y a une géopolitique du foot, il y a une géopolitique d'un peu de tout, mais il y a une géopolitique du foot. Est-ce qu'on peut considérer que ça a été quelque part, que ces équilibres ont été changés? Justement, j'écrivais il y a une semaine un papier sur la géopolitique du football. C'était suite à la qualification du Maroc aux demi-finales. C'était le fameux match contre le Portugal. Mais si je reviens un petit peu en arrière par rapport à une vue globale de cette Coupe du Monde Qatar 2022, je dirais bien que tout a été de la géopolitique, du début jusqu'à la fin. Cette question de géopolitique a démarré déjà en 2010 à l'attribution du Qatar de l'organisation de cette Coupe du Monde, cette 22e édition. Et surtout au niveau de l'Occident, il faut rappeler aussi que le Qatar l'avait remporté face à l'Angleterre. Et ça n'a pas été digéré de façon subtile au niveau de l'Occident. Et ils ont commencé à ressasser à chaque fois pourquoi le Qatar, qu'est-ce qu'il y a qui sont les dessous, pourquoi ceci, cela. Finalement, ça a été beaucoup plus une question de géopolitique que de football. Et puis, on a parlé beaucoup d'argent aussi, de finances, d'économie, etc. Mais pour dire aussi que cette édition, elle a changé vraiment beaucoup de choses en termes de géopolitique du football, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus interdit pour un petit pays d'organiser une méga Coupe du Monde et de la réussir et de se positionner sur l'échiquier international en termes de soft power. Donc, le Qatar a bel et bien réussi son pari en termes de géopolitique. Aujourd'hui, c'est un pays, je dirais, incontournable dans la région, dans le Moyen-Orient. Il l'était un petit peu avant, grâce à sa fameuse chaîne Al Jazeera, grâce à ses médiations entre les États-Unis et les talibans, quelques opérations par-ci et là. Mais aujourd'hui, ils ont frappé vraiment un coup de maître en se positionnant comme un acteur incontournable dans le football mondial. Et à partir de là, il peut organiser n'importe quelle manifestation. Donc, la FIFA, c'est un acteur géopolitique majeur. Et toutes les portes du monde sont ouvertes
face au président de la FIFA. Donc c'est le premier président d'État dans le monde, il faut lui dire, parce qu'elle a toutes les portes ouvertes. Et aujourd'hui, à l'écouter après et à l'entendre après la fin de cette édition, ce qu'elle a dit sur le Qatar, moi, je suis pendant une quarantaine d'années, les différentes Coupes du Monde, je n'ai jamais entendu un président de FIFA parler de la sorte en faveur d'un pays organisateur. Donc, je peux dire aujourd'hui que le Qatar a réussi son pari géopolitique, mais pas que le Qatar, le Maroc aussi a réussi son pari géopolitique, parce que là aussi, en termes de jeu, on a réussi à avoir le mot Morocco à travers le monde. Il faut rappeler juste la soirée où nous avons gagné l'Espagne en 8e de finale. En moins de 24 heures, le mot Morocco a été dans 2 200 000 tweets en moins de 24 heures. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et après le match du Portugal, on a vu la courbe des recherches de Morocco sur Google et on voit que ça a bondi du jour au lendemain de plus de 100 fois. Pour vous dire aussi qu'en termes de géopolitique et de soft power, le Maroc a gagné énormément. Et je peux dire, et l'Office national marocain du tourisme peut bien dire merci à Walid Regragui et ses joueurs. Effectivement. Si vous permettez, Samir, sur toute la compétition, il y a eu 130 millions de fois que le mot Maroc a été écrit cherché sur Google. 130 millions de fois. C'est énorme comme si Samir parle de soft power, aucun sport ne peut vous donner ça. Et je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Samir, c'est qu'en fait, ce n'est pas que le football qui a fait partie du soft power qatari, parce que vous savez qu'il y a la course automobile au Qatar, il y a le tournoi de tennis, etc. Donc tous les sports, à partir de 1970, quand les Anglais sont sortis, ils ont fait vraiment une politique sportive très très réussie. Et le football n'est que la cerise sur le gâteau, mais ils avaient déjà beaucoup de manifestations sportives au niveau international au Qatar. Il s'est passé énormément de choses. Par exemple, il y a eu ce fameux tweet d'Elon Musk. Il y a eu le fameux tweet de Sundar Pichai, je pense, le patron de Google. Il y a eu aussi le soutien de Shakira, question art, il y a eu des chefs d'État, il y a eu énormément de personnes. Et c'est vrai que les occurrences Maroc dans les moteurs. Et la fameuse image de Joe Biden en train de voir le match avec le chef d'État et notre chef du gouvernement, avec Aziz Akhnouch qui regardait le match, c'était contre la France. Contre la France. Il regardait ça. C'est énorme, ça. Si vous permettez, Gianni Infantino, hier, il a utilisé le mot Broc pour la manière dont a été organisée la Coupe du Monde par le Qatar et pour le parcours exceptionnel qu'a réalisé le Maroc. On voit la photo de Joe Biden avec pour nous remercier. On voit la photo de Joe Biden avec Aziz Akhnouch. Donc ça, c'est une action qui n'était pas certainement en faveur des Marocains. On voit le geste de notre chef de gouvernement. Effectivement, il y avait beaucoup de choses. Ça devrait être le penalty non sifflé. En faveur du Maroc. Mais là, on le voit, il n'est pas content, il n'est pas très content. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Bon, maintenant, autant d'occurrences, autant de recherches, autant d'intérêt pour le Maroc dans le monde entier, ça crée quand même une nécessité d'exemplarité, parce que c'est bien d'être le premier. Maintenant, le monde nous regarde et il y a intérêt quand même à être véritablement sérieux et de s'inscrire dans la durée. Alors, Khalid Doumbou, revenons un peu à ce mondial. Donc, après le Brésil et la Russie, donc Brésil 2014, Russie 2018, des nations du foot. Voilà que le petit Qatar, entre guillemets, l'immense Qatar, mais petit par la superficie, engrange 1 milliard de plus en matière d'argent. Comment vous expliquez ça? En fait, le directeur du tournoi a précisé que le Qatar devait normalement, cette Coupe du Monde devait rapporter au Qatar 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars, en sachant que les droits TV s'élèvent à 3 milliards de dollars. En termes financiers, c'est une Coupe du Monde qui est très réussie. En fait, ce qui explique ce succès, c'est que le Qatar a investi beaucoup dans l'infrastructure. Ils avaient 8 stades flambant neufs formidables. C'est la première fois que la Coupe du Monde se joue en novembre-décembre, et donc les joueurs étaient au top niveau de leur forme, ils venaient de débuter leur championnat.
Et donc, il y avait une attente pour savoir si ce petit pays du Golfe Persique avait la capacité ou pas d'organiser une Coupe du Monde, parce que c'était la première fois, effectivement, qu'un pays arabe organisait une Coupe du Monde. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites avant la compétition. Et les gens ont voulu savoir si, effectivement, ce qui se disait devait être dit ou allait être... la réponse du Qatar serait autre. Et en fait, au final, il paraît que c'est une des plus belles organisations de Coupe du Monde qu'on ait vues jusqu'à ce jour. Nous trois ici, on a l'âge qu'on a. On avait pas mal de Coupes du Monde. Plusieurs Coupes du Monde. On a eu beaucoup de Coupes du Monde. Oui, effectivement. Ça fait 30 ans qu'elles sont ultra médiatisées, qu'on n'a pas vu d'incident, on n'a pas vu de... À propos de Mbrouk, dont vous parliez tout à l'heure, le terme utilisé par Infantino, le président Macron a aussi utilisé le terme baraka après la victoire sur le Maroc. Je sais pas comment on va le prendre, mais enfin bon, il a utilisé quand même le terme baraka. Alors, Samir Chawri, effectivement, là, on peut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup de... Alors, on va rester quand même positif. Il y a eu beaucoup de scepticisme quant à la capacité du Qatar, ce petit émirat plein de sable et de gaz, à organiser ça. Et finalement, on a vu qu'il y a eu de la résistance et qu'au début, il y a eu des grincements, des boycotts dans certains pays d'Europe, en France. Il y a eu cette fameuse polémique des Allemands. Bon, on se rappelle tous la photo, on va pas faire la pub de ça. Vous voyez pas que quelque part il y a eu enfin d'un côté les Européens, parce que même les Américains n'ont pas vraiment boycotté. Donc c'est les Européens, certaines parties des Européens qui ont boycotté. Vous ne pensez pas qu'il y a une division du monde, Europe, reste du monde? Clairement, dans cette Coupe du Monde, on l'a vu clairement, parce que dès le départ, il y a certaines équipes nationales européennes qui se sont accaparées certaines causes qui n'ont rien à voir avec le football. Tantôt on parle LGBT, tantôt on parle droits humains, et on se concentre très peu sur le football. Mais rapidement, même le camp européen s'est désolidarisé. Et on a vu que, par exemple, la Fédération française, la Fédération espagnole, la Fédération portugaise, ils se sont concentrés sur le football, alors qu'il y avait un bloc tiré par l'Angleterre, la Hollande et l'Allemagne qui ne parlait que de l'extra-sportif. D'ailleurs, ils l'ont payé après cash parce qu'ils se sont déconcentrés, ils ont oublié le football et ils ont continué à regarder ailleurs. Bon, on sait très bien qu'il y a le complexe de l'arabo-musulman qui va organiser un méga événement et que cela va constituer un précédent qu'on voulait casser à tout prix. On voulait montrer au monde que ce petit pays arabo-musulman ne sera pas capable d'organiser une telle compétition pour donner l'exemple à l'avenir à la FIFA pour surseoir à de telles attributions. Donc on voudrait en quelque sorte que cette compétition ou ce genre de compétition soit la quasi-exclusivité de l'Occident, que ce soit en Europe ou ailleurs, sans laisser l'occasion à d'autres peuples, à d'autres civilisations et à d'autres cultures d'émerger, parce que dans ce genre de compétition, on émerge aussi les cultures. On a vu ce qui s'est passé à Qatar comme communion entre plusieurs cultures différentes, dans une ambiance bon enfant. J'y étais pendant des Coupes du Monde, mais je n'ai pas vu cette proximité, cette ambiance, cette chaleur humaine entre différentes nationalités et cette sortie de stade dans la sérénité, même si des équipes, si des spectateurs perdaient la qualification, mais tout le monde sortait. Et d'ailleurs, on avait des témoignages de spectateurs, que ce soit allemands ou que ce soit anglais, qui ont dit on n'a pas trouvé ce qu'on nous racontait dans nos médias. Les témoignages existent. On a trouvé une bonne ambiance, une qualité supérieure d'organisation, et ils n'ont pas taré d'éloges sur l'organisateur qui est le Qatar. Donc moi, je pense que le plus grand perdant dans cette Qatar 2022, c'est ce bloc de pays européens qui a été perdu sur toutes les lignes.
en matière de géopolitique, en matière de leur propagande et même sur les résultats sportifs techniques. Alors, résultats sportifs. Si vous permettez, c'est ce qu'on appelle en termes footballistiques la tournante. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passait entre l'Amérique latine et l'Europe. Chaque 4 ans, il y avait la Coupe du Monde. Et puis, il y a eu l'Afrique qui est sortie avec l'Afrique du Sud en 2010. Et aucun pays arabe n'avait encore organisé la Coupe du Monde. Donc, c'est la première fois. Donc, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose qu'en fait, si ça se passe bien, l'Europe ne retrouvera la Coupe du Monde que chaque 16 ans, si on compte 4 fois 4, alors qu'avant, c'était souvent chaque 8 ans. Voilà, tous les 8 ans. C'était l'Amérique latine, l'Europe, l'Amérique latine. Donc, le Qatar a réussi à relever ce challenge extraordinaire de prouver qu'un pays arabe était effectivement capable d'organiser une superbe Coupe du Monde. Alors, justement, je reste sur ça avec vous, Khalid Domou. Sur les réseaux, vous êtes très actif, vous écrivez beaucoup de choses. Oui. J'ai vu que vous avez dit que peut-être que ça décomplexera, je pense, la FIFA pour une attribution éventuelle au Maroc s'il représente une autre candidature. On est à 5 candidatures, je pense. 5 candidatures, exactement. 5 candidatures. Oui. Et que la 6e, si le Qatar l'a fait, pourquoi le Maroc ne le ferait pas? C'est sûr qu'en fait, il y a le niveau infrastructure qui joue un rôle très important dans l'organisation. Il y a l'hôtellerie. Et puis, il y a un autre aspect qui est très, très important, c'est les résultats sportifs. Parce que malheureusement, cette année... Même pas, puisque le Qatar a... Voilà, je vais vous dire, justement, Qatar, justement, est sorti très tôt. Mais ce qui a réussi à maintenir le peuple qatari, justement, aux arrêts, c'est qu'une équipe arabe a réussi à aller en demi-finale, justement. On a sauvé, en fait, l'image du football africain et du football arabe en allant aussi loin. Et c'est ce qui a permis de mobiliser tout le peuple arabe derrière. Il y avait des Égyptiens, il y avait des Syriens, il y avait des Palestiniens, il y avait des Qataris, il y avait des Tunisiens. Tout le monde qui était derrière le Maroc pour qu'il aille le plus loin possible. Pourquoi ? Parce que ça ouvre la porte justement du rêve à tous ces pays. Quand je parlais tout à l'heure de plafond de verre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 3 équipes étaient arrivées en quart de finale. Vous voyez, donc quand vous tenez un discours à un footballeur et que vous lui dites « je veux que vous alliez en demi ou en finale », pour lui, c'est vraiment presque une utopie. Parce que la Coupe du Monde existe depuis 1930 et aucun pays africain n'était arrivé à ce stade de la compétition. Là, maintenant que le Maroc est arrivé en demi-finale, on voit ce qui se passe dans les médias égyptiens, tunisiens, algériens, etc. Tout le monde dit « si le Maroc l'a fait, pourquoi pas nous ?» Donc ça va donner des idées au football africain. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, toute l'Afrique est en train de travailler sur la formation, etc. de la jeunesse. Et moi, j'ai vu des équipes africaines jeunes et je peux vous dire que ça augure de lendemains très glorieux. J'ai vu par exemple l'équipe du Sénégal des moins de 21 ans. Le niveau est exceptionnel. Donc s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison pour qu'un pays africain ne... Donc, pour reprendre l'expression plafond de verre, le Maroc avait déjà brisé ce plafond en 86, donc en passant en 8e, je crois que c'était le premier africain à passer. Oui, c'est le premier à passer. Après, il y a eu donc, on a redressé encore plus avec le Cameroun, le Sénégal et le Ghana. En quart de finale. Oui. Et puis maintenant, encore une fois, le Maroc qui arrive en demi-finale. Il passe encore un palier et il va en demi-finale. Oui. Donc c'est une première et en fait ça va donner des idées aux autres pays arabes et africains. On a vu par exemple que l'Arabie Saoudite avait fait un très beau match d'ouverture où elle s'est imposée sur le pays qui a remporté la Coupe du Monde. Donc malheureusement ils n'ont pas pu confirmer sur les 2 matchs suivants, mais ça prouve qu'en fait c'est faisable et qu'on peut le remporter sur des grands. Rapidement, Samir Chokri, vous pensez aussi à des chances du Maroc pour une prochaine candidature, 2030, 2034, j'en sais rien. Moi je pense franchement que pour 2030 c'est un peu tard. Si on est intéressé, il faut commencer à travailler sur 2034, mais commencer à travailler de façon sérieuse parce qu'on a vu le niveau et la qualité des infrastructures qui ont été proposées par le Qatar et qui a mis la barre très haute pour tout le monde. Maintenant, le Qatar, l'organisation au Qatar, on va la comparer à la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada, donc des pays très développés. Et j'ai des doutes que même les États-Unis et le Canada puissent faire de même. Et le Mexique, surtout les États-Unis et le Canada, qui sont des pays développés, j'en doute qu'ils vont faire de même que le Qatar. Donc la barre a été placée très haute. C'est pour ça que je dis que c'est trop tard pour 2030. Donc peut-être si on est intéressé... Ça va être attribué quand pour 2030 ? Dans 2 ans.
Donc à 6 ans avant, d'accord. Donc, il faut commencer à travailler sur 2034 si on est intéressé, mais de façon différente à ce qu'on faisait avant. Et il n'est plus question de présenter des maquettes, ou si on présente des maquettes, il faut des garanties financières à côté. Ce qui a été fait pour 2026. Bon, on ne va pas revenir sur 2026. Voilà. Et il y avait des insuffisances dans notre dossier, mais on ne va pas y revenir. Et on avait aussi nos chances, parce que là aussi, il y avait des facteurs géopolitiques dans cette confrontation maroco-américaine. Voilà. Donc on avait passé le cap de la fameuse task force qui était là pour casser. Mais maintenant que le Qatar a mis la barre très haute, il va falloir s'y adapter. Alors, on va parler. On arrive à la première moitié, donc à la fin de la première moitié. On s'arrête pour quelques instants de pause. On se retrouve dans quelques minutes. Allez, c'est parti pour la deuxième partie du débrief. Bien entendu, cette semaine de folie, ce mois de folie, on ne peut pas parler d'autre chose que de foot, que de Qatar, du mondial de Qatar, et forcément de notre équipe nationale qui a fait tellement plaisir à tout le monde. Juste avant la pause et avant de passer, on parlait du mondial en lui-même, on allait passer donc à la sélection nationale, mais juste avant, Khalid Demou voulait apporter une précision sur peut-être une candidature du Maroc à l'organisation des mondiales. Oui, en 2030 au lieu d'en 2034. Pourquoi ? Parce que en fait, ces cinq fois où on a présenté des dossiers. Au début, on pouvait parler des maquettes, mais aujourd'hui, on a quand même des stades qui sont très très bien. On a le stade de Marrakech, on a le stade d'Agadir, le stade de Tanger, le stade de Fès, le stade de Casablanca, le stade de Rabat, qui sont des grands stades. Peut-être qu'il faut effectivement faire des réflexions, faire des retouches, etc. Mais on a des stades qui sont prêts, ce qui n'était pas le cas dans les années 80 quand nous avions commencé à présenter notre candidature pour la Coupe du Monde. Donc, contrairement à Sissamir, je suis un peu plus optimiste et j'aimerais bien que le Maroc ait sa chance avant 2034. Il faut juste préciser qu'on n'a jamais présenté de dossier de candidature pour 48 équipes. Dès 2026, ils seront 48 au lieu de 32. Oui. Donc plus de stades, plus d'infrastructures. Plus de 50% en équipe, effectivement. Mais enfin, les décideurs vont réfléchir à ça. Je ne doute pas qu'ils sont en train déjà d'y réfléchir. Alors, on passe à la deuxième partie et donc on va focuser forcément sur, je vois déjà le sourire, voilà, sur le foot en lui-même, sur notre équipe nationale. Khalid Demou, encore une fois, je commence par vous. Alors, l'impression générale sur les Lions de l'Atlas. Je vous prie de parler, de répondre en moins de 3 jours, parce que je sais que vous êtes intarissable là-dessus. En fait, tout le peuple marocain a été ébahi par ce qu'a réussi à réaliser Ras Lavoka, on va l'appeler Ras Lavoka. C'est très affectueux parce que lui-même il s'appelle Ras. Oui. Il aime s'appeler Ras Lavoka. C'est quelqu'un de très intelligent qui a beaucoup d'intelligence émotionnelle, qui a travaillé beaucoup sur l'affectif parce qu'il sait que le joueur marocain est quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'affect. Et une Coupe du Monde, ça dure 1 mois. Donc 1 mois sans la famille, c'est très difficile. Et le changement qu'a réalisé au niveau psychologique, Sir Gragui, c'est qu'il a permis aux familles de venir s'installer à côté des enfants pour tous ceux qui voulaient au Qatar. Même ses parents étaient près de lui. Et ça a permis à la fin de chaque rencontre de voir en fait cette communion extraordinaire entre les mamans et les joueurs, ce qu'on n'avait jamais vu dans une Coupe du Monde. On va revenir sur les atouts, mais l'impression que vous avez vue, comme tous les Marocains, quand on a vu peut-être avec la Croatie, c'était pas évident, on n'y croyait pas trop. Sportivement, c'est allé crescendo. Donc, ce qu'on doit expliquer, c'est qu'en fait, le premier match contre la Croatie, qui était finaliste de l'édition précédente, on ne pensait pas qu'on allait pouvoir s'imposer. Sincèrement. Et donc, le coup qu'a joué Sir Gragui, c'était de dire au minimum, on fait match nul avec la Croatie, pour pouvoir avoir l'opportunité, parce que le niveau de difficulté allait décrescendo. On a commencé par la Croatie qui est finaliste de l'édition précédente. Ensuite, on est passé à la Belgique qui avait fini demi-finaliste dans l'édition précédente, pour aller au Canada qui a fini premier devant les États-Unis. Donc on s'est dit, si on peut aller crescendo, c'est-à-dire ne pas perdre, parce que c'est souvent ce qui nous est arrivé dans les Coupes du Monde précédentes, c'est qu'on perdait le premier match, qu'on était démoralisé et qu'on était déjà dos au mur et qu'on devait gagner les deux matchs suivants. Pour une fois, donc, on a réussi à faire un match exceptionnel contre la Croatie. On a fait un match nul 0-0. On s'est présenté devant la Belgique en se disant que peut-être, effectivement, on n'avait peut-être pas besoin d'une victoire,
C'est-à-dire que mathématiquement, si vous faisiez par exemple match nul avec la Belgique et que vous gagniez le dernier match contre le Canada, ça faisait 5 points et ça permet à passer des fois. Mais on s'est retrouvé à gagner la Belgique. Et automatiquement, là, les joueurs marocains se sont complètement décomplexés. Ils ont réussi à battre le Canada. Puis, on a enchaîné sur un match formidable contre l'Espagne et contre le Portugal avant de nous incliner en demi-finale, ce qui est vraiment exceptionnel. Alors, on laisse l'impression générale de Samir Choukri. Bon, impression générale, moi, je suis toujours sur un nuage, il faut le dire. On l'est tous. On l'est tous. Et il m'arrive des moments où je ne réalise pas encore que nous avons joué une demi-finale de Coupe du Monde face à 3 géants qui sont la Croatie, la France et l'Argentine. On était les seuls invités à ce quart magique. On s'en rendra compte, moi je pense, 20 ans, 25 ans après, de l'ampleur de ce parcours extraordinaire que d'aucuns aujourd'hui commencent peut-être à trouver pas extraordinaire, un exploit, mais moi je vous dis que c'est extraordinaire, que ce sera très très difficile de le rééditer et qu'il va falloir cravacher très fort parce que le Maroc sera très attendu et parce que les ambitions des Marocains ont atteint un seuil qu'il ne faudra pas après descendre à des niveaux que nous avons envie d'oublier. Moi, je dis que ce parcours au Qatar 2022, c'est historique et le restera pendant plusieurs années. Et sauf si les générations futures ne gratifieront d'une finale de Coupe du Monde, on l'espère tous, mais restons à Qatar 2022, je peux dire, le moins que je puisse dire que c'est exceptionnel. Alors, juste pour vous rassurer, on a autour dans ce plateau, on est tous les trois, on se rappelle tous les trois de 1986. Et on se rappelle chacun de nous trois ce qu'on faisait en 1986 quand on est passé en le fameux 3-1 contre le Portugal. Ouais. Donc 36 ans après, on était en 8e de finale, on se le rappelait. C'était aussi important à l'époque qu'une demi-finale aujourd'hui, parce qu'à l'époque il y avait vraiment un dôme de fer, hein, ça passait pas. Et pourtant on s'en rappelle. Je suppose que si on se projette en 55 ou en 60, 2000 bien entendu, l'agenda 2063, n'est-ce pas, Samir, on s'en rappellera encore une fois. Oui, mais on espère quand même réaliser des choses avant 2050. Si on doit l'oublier, on l'oubliera parce qu'on sera plus haut. Voilà, éventuellement avec un trophée, on espère. Alors les atouts. Les atouts, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, l'atout psychologique. Il y a l'atout psychologique, il y a en fait le rappel des joueurs qui avaient été bannis dans l'étape précédente, qui avaient ce bannissement qui avait fait que justement M. Ali Odzik avait été remercié par la Coupe du Monde. En fait, ce qu'a réussi Sergragui, c'est justement cette osmose entre joueurs qui évoluent dans le championnat marocain et tous les joueurs qui évoluent dans les championnats étrangers. Et en un laps de temps très court, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a fait un travail très important hors du terrain, avant la compétition. Il n'a pas eu beaucoup de matchs amicaux, il a eu 3 matchs amicaux où on a été très bon, mais il a voyagé, il est allé voir les joueurs qui avaient été bannis, il leur a dit qu'en fait, il voulait inculquer un esprit de groupe à cette équipe. Il leur a dit si on doit jouer tactiquement différent par rapport aux Coupes du Monde précédentes où on jouait souvent très très bien, mais le résultat n'était pas là. Donc il a joué un petit peu à l'européenne, il a dit souvent dans les conférences de presse, il a dit si je défends bien et que je joue la contre-attaque contre certaines équipes qui de toutes les manières vont avoir la possession du ballon. Hein. Vous avez l'Espagne par exemple qui a 70% de moyenne de possession du ballon contre tout le monde. Donc pourquoi on va essayer nous d'aller prendre ce ballon et en prenant le risque de prendre des buts dans notre dos. Donc tactiquement il a été très fin. Sur le niveau affectif, je vous ai parlé tout à l'heure de l'apport des familles. Et en plus, il a travaillé, il a dû faire avec beaucoup de blessures. Il a eu beaucoup de blessés parce qu'on a eu des problèmes avant la Coupe du Monde de joueurs qui ne jouaient pas assez dans leur club, hein, comme Amellah par exemple, il n'avait pas joué 9 matchs avant la Coupe du Monde parce qu'il avait un problème de signature de son contrat avec son club. Ziyech joue 10 à 12% du temps à Chelsea. Un joueur de cette qualité qui joue 10 à 12% à Chelsea, c'est incompréhensible. Hein.
Vous avez vu son but magnifique contre la Géorgie, il a marqué du centre. C'est un joueur exceptionnel. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est de remobiliser tout le monde et de leur dire, si on travaille la main dans la main, on dirait Nia, hein, on l'a appelé le leader Niaship. C'est quoi le Nia selon lui? C'est en fait la foi dans ce que pouvait réaliser l'équipe nationale. Et donc ça a donné cette explosion de joie de tous les Marocains de pouvoir atteindre un stade aussi avancé de la compétition. Alors, avec vous, Samir Chakri, on va revenir bien sûr sur le facteur Regragui, l'extraordinaire Monsieur R. On peut l'appeler comme ça. Oui, oui, tout à fait. Alors, l'effet Regragui, c'est... moi, je le vois sur deux volets. D'abord, sur le plan humain, c'est quelqu'un qui n'a pas fait la tête dure. Il a été à l'écoute des joueurs avant, dès qu'on a fait appel à lui. Hein, donc, il a fait appel à beaucoup d'écoute, il a voyagé, il a fait plusieurs réunions avec les joueurs. Il a un petit peu entendu les doléances de tout un chacun. Il a rapproché les opinions, il les a adoptées, il les a préparées. Après, sa touche technique, on ne s'en est pas rendu compte à 100 ans. Déjà dans les matchs préparatifs, on n'a pas encaissé de but. Et ça a été le premier match contre la Croatie, c'était le prolongement de ces matchs amicaux. Il n'y avait pas de rupture. On n'a pas encaissé aussi parce que déjà, elle a commencé à élaborer une tactique propre à lui. Et je peux dire, c'est pratiquement le seul entraîneur pendant cette Coupe du Monde qui a apporté quelque chose de nouveau, quelque chose qui est propre à lui. Donc, c'est une ADN collée à l'équipe nationale du Maroc pendant cette Coupe du Monde qu'on n'a pas retrouvé dans nulle autre équipe nationale participante à cette édition. Donc, Regragui, je peux dire qu'elle a marqué son territoire pendant cette Coupe du Monde, elle a gagné en notoriété et aujourd'hui, c'est un nom incontournable dans le football mondial. Alors justement, si vous permettez, Samir, parce qu'il il a mis le point sur quelque chose de très important. En fait, le Maroc a fini avec la meilleure défense du tournoi. Il a encaissé 5 buts et les deux autres équipes qui suivent, c'est la France et l'Argentine avec 8 buts. Donc on a la meilleure défense du tournoi, il faut le dire. Donc il a créé une défense très très solide. Et il a marqué quand il a fallu pour aller aussi loin. Donc, il faut quand même saluer la défense de l'équipe nationale. Et on se rend compte en fait que Saïs et Hakimi sont presque partout dans tous les classements du 11 du mondial. Avec bien sûr Amrabat qui a fait une Coupe du Monde extraordinaire, Ounahi qui est demandé par les plus grands clubs aujourd'hui. Donc en fait, ça a été l'opportunité pour des joueurs qui étaient un petit peu oubliés. Comme Ounahi, il joue dans le club qui est classé dernier en France. On a eu la meilleure défense. On a eu la meilleure défense du tournoi, mais pas le meilleur gardien de but. Voilà, je l'ai dit. Malheureusement, moi je pense qu'il aurait pu prétendre. Fallait la placer. C'est l'effet de la finale. Voilà. Il était là, donc tant qu'à faire, puisqu'il était là, on va dire les choses comme ça. Exactement. On va la passer comme ça sur le côté un peu de légèreté. Alors Khalid Domo, vous parlez tout à l'heure des valeurs. Donc c'est Nia, c'est Neuf, c'est Sbar, c'est Riyad Loualidine, enfin c'est un peu tout ça, parce que finalement, tous les joueurs, on va partir du principe que tous les joueurs du tournoi ont, on va pas dire la même condition physique, mais sont surentraînés, sont ultra-entraînés, jouent tous pratiquement professionnels, mais il reste le facteur mental. Et le leader Niaship dont vous parliez tout à l'heure a dû quand même faire quelque chose. C'est sûr que, en fait, pour passer des paliers, la confiance en soi, c'est un facteur essentiel. Et en fait, Sir Regragui a compris en fait que le côté affectif, je vous dis, le côté affectif est très très important pour le Marocain. Par exemple, si vous prenez un joueur comme Ziyech, si vous lui dites vas-y, je crois en toi, fais ce que tu as envie sur un terrain, il va vous régaler, lui, Bouffal, etc. Et donc il a donné un peu plus de liberté à certains joueurs et il leur a dit écoutez, si on a confiance, on pourra le faire. En fait, c'est cette ambition, c'est cette foi, parce que Nia en fait, c'est d'y croire. Si vous voulez aller loin déjà, même si vous êtes bon techniquement, tactiquement, physiquement, psychologiquement, il faut y croire, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé, une demi-finale, et on rêvait de la finale. Donc, il faut déjà avoir la foi.
Et comme ces joueurs ont adhéré à ce qu'il leur a proposé, ils se sont rendus compte match après match qu'effectivement Sir Gragui croyait dans la qualité de ce groupe, techniquement de ce groupe, et il a réussi à faire une Coupe du Monde formidable. Il a rendu tous les Marocains fiers aux quatre coins ça, on ne le dira jamais assez. Effectivement, on peut le répéter à l'infini, on le répétera à l'infini. Samir Chaoukhi, donc je vous demanderai de réagir justement sur ces valeurs importantes. Mais il y a aussi autre chose d'assez différent. La sélection du Maroc n'a pas eu souvent des sélectionneurs marocains. Il y en a eu, mais on n'a pas eu souvent sur les 60 dernières années. Disons que c'était la petite partie du temps. Est-ce que vous pensez que ça aussi, ça a apporté une touche de différence, une touche un petit plus à cette équipe? Alors, en termes de valeurs, effectivement, on a retrouvé les vraies valeurs des Marocains, de Monsieur Tout-le-Monde au Maroc, et on a fait découvrir au monde entier nos propres valeurs. Ce qui est extraordinaire de cette Coupe du Monde, beaucoup de pays ignoraient cette affinité que nous avons avec les parents, la famille, etc. Ben, tout le monde a été un petit peu admiratif par rapport à ça. En termes de coach, on a eu des Marocains. On a eu un Marocain pendant une phase finale de Coupe du Monde aux États-Unis en 1994. Ça n'a pas marché. Donc, il ne suffit pas d'avoir un Marocain pour réussir. Il y a plusieurs prérequis. D'abord, dans la personnalité du coach et dans le groupe. Ce qui a réussi El Gragui, c'est qu'il a su fédérer autour de lui un groupe compact. Pourquoi le groupe a été compact tel que nous l'avons vu? Parce que El Gragui n'a pas montré face aux joueurs une tête dure et un dictateur. Non, il était très à l'écoute des joueurs et on l'a vu dans des phases de jeu quand Ramon Seyss a quitté contre la France, il a quitté le jeu en étant blessé. Et on a vu, les caméras ont capté Seyss parler dans l'oreille de El Gragui pendant le match. Donc, on y voyait cette affinité entre les deux. Donc, c'est ce qui a réussi à l'équipe nationale. Une chose, on a tous su que la Fédération royale marocaine de football a voulu négocier avec les joueurs ou discuter avec les joueurs sur le barème des primes, ce qui est normal, toutes les fédérations le font, mais les joueurs marocains ont refusé. On a dit aux responsables de la fédération, nous sommes venus pour représenter la patrie et on va le faire. C'est ce qui nous importe, l'argent passera après. Et ça, c'est très important. Je rappelle qu'en 1994, avec un coach marocain, on a veillé jusqu'à 1h du matin en discutant de barème des primes avec les représentants de la fédération. Le résultat, c'était un fiasco pendant cette édition américaine. Ce qui était le contraire. Nous avons vu... On rappelle une défaite contre Saoudia. Eh bien oui. Ouais. Trois défaites. Ouais. Alors, si on a vu les familles dans les gradins des stades, on a vu une vie familiale au sein de l'équipe, au sein du bloc autour de El Gragui. Donc, c'est cette communion autour d'une cause. Donc, on a joué, on a représenté le Maroc comme si c'était une cause sacrée et on l'a vu. On a vu des joueurs qui n'ont jamais défendu, qui sont des attaquants purs et très célèbres pour ça, et qui défendaient, qui couraient dans tous les sens parce qu'ils voulaient apporter quelque chose à la nation. Et un détail très important, ils voulaient rendre l'ascenseur à El Gragui, qui leur a fait confiance, qui leur a rendu cette confiance et qui leur a montré sa proximité et son affinité envers eux. Et ils ont joué pour le coach. Et ça, on l'a trouvé à deux. Il n'y a que deux exemples pendant son mondial. Les Argentins ont joué pour Messi. Les Marocains, les joueurs, ont joué pour El Gragui. Alors, juste de mémoire, il y a une conférence de presse de Walid El Gragui, 2 secondes. Oui. Une conférence de presse de Walid El Gragui où, de mémoire, il disait la chose suivante: je leur donne de l'amour et de la considération et ils me le rendent sur le terrain. Contrairement à pas mal de vestiaires qu'on a vus dans les mi-temps, où il y a quand même une certaine violence, une certaine brutalité dans le propos et dans le comportement des sélectionneurs. Oui, alors je voulais un petit peu rebondir sur ce que disait Samir. Il a parlé en fait des échecs en Coupe du Monde, mais il faut savoir que El Gragui faisait partie de l'épopée de 2004 où on avait fait la finale à Tunis de la Coupe d'Afrique. On avait perdu 2-1 contre la Tunisie avec un entraîneur marocain, Sibeth Douzaki, qui avait réussi. Donc en fait, le succès du Marocain, c'est pas une première,
Mais Sir Gragui a bien expliqué qu'en fait, c'est le facteur, c'est pas d'être marocain ou pas marocain, c'est de la compétence. C'est le mot compétence qui est revenu dans ses discours souvent. Et il a expliqué qu'il avait en fait 3 diplômes sur 3 continents de football. Donc en fait, il ne fait pas avancer la nationalité. Il dit qu'en fait, on doit reconnaître les cadres là où ils sont. Et je me souviens d'une de ses conférences de presse où il disait justement que en fait, l'une des problématiques qu'il y avait, c'est que les entraîneurs européens pouvaient venir exercer en Afrique et que la réciproque n'était pas vraie et qu'il aimerait bien qu'un jour, justement, ces diplômés africains puissent devenir des entraîneurs en Europe, ce qui est tout à fait logique. Et aujourd'hui, il a prouvé en tant que cadre marocain, il a réhabilité le cadre marocain et il a prouvé qu'un cadre qui est formé, informé, qui connaît le football, peut aller très très loin. Donc pourquoi pas demain voir des Africains entraînés en Europe, ça serait quand même un gros changement aussi au niveau de la géopolitique du football. Un inversement, oui, quelque part. Oui. Alors, Samir Chouakhi, on a parlé donc du mondial, on ne pourra pas en parler en une émission ni en 10. Heureusement qu'il y en a eu beaucoup. Plusieurs médias internationaux ont classé, donc ont élaboré une équipe type dans laquelle il y a pas mal de Marocains. Bon, maintenant, une fois que tout ça va commencer à retomber, quelle sera cette pression qui va s'exercer sur le joueur et des éliminatoires? Il y a une CAN qui arrive, il y a un mondial, il va falloir s'y préparer tôt ou tard. Il va y avoir vraiment cette grosse pression. Le Maroc, c'est vraiment pas un feu de paille. Est-ce que c'est vraiment une révélation ou un feu de paille? Alors, tu as parfaitement raison de parler de médias internationaux. En entrant dans le studio, j'ai reçu une notification d'Eurosport qui est publié 111 types de ce mondial où il a mis 3 Marocains. Il a mis Hakimi, il a mis Ounahi, il a mis Amrabat. Imagine, 3 Marocains sur 11, c'est énorme, c'est énorme. C'est pour vous dire à quel point on a réussi ce mondial. Maintenant, oui, c'est vrai, ça va mettre de la pression sur l'équipe nationale. Elle ne fait pas se mentir, on sera très attendu sur notre continent. Comme a dit Khalid tout à l'heure, toutes les équipes nationales africaines voudront faire comme le Maroc, à commencer par battre ce Maroc qui a joué une demi-finale. C'est en quelque sorte pour montrer à leur population qu'on est capable de faire quelque chose. Donc, ça va faire de la pression. Mais la pression, elle fait partie du job d'un entraîneur et du staff de façon générale. Ça ne m'inquiète pas. Encore faut-il laisser la marge et la carte blanche au coach. Je pense que Gragui, en fait, une de ses forces aussi dont on n'a pas parlé, c'est que souvent on lui parlait de la pression à chaque match, à chaque pas où il évoluait, il avançait, on lui disait et la pression, et il lui dit moi je vois que du positif en fait. La pression négative, il la rendait positive pour que justement les joueurs adhèrent et continuent à croire aux rêves éveillés qu'ils ont vécu. Bien sûr, on va devenir le chat noir que tout le monde va vouloir battre, notamment la prochaine CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Mais ça fait plaisir de voir que le Maroc est passé de la 22e place à la FIFA à la 11e. C'est un saut énorme. Est-ce que ça a une importance vraiment? Oui. Oui, ça a une importance pour les prochaines Coupes du Monde parce que quand vous êtes bien classé, en fait, vous êtes dans les chapeaux avec les grandes nations et vous tirez des nations qui sont moins bien classées. Donc peut-être vous ne tirez pas l'Argentine, vous ne tirez pas la Croatie, vous ne tirez pas la France quand vous êtes dans le haut du tableau. Donc c'est très important le classement FIFA. Et c'est à partir de quand que ça commence à se passer comme ça, que vous êtes le chapeau, enfin, cette question de chapeau, à partir de quel classement? Non, mais ça dépend. Par exemple, dans cette configuration où le Maroc a été qualifié au Qatar, comment on a affronté le Congo, par exemple? Déjà, dans le tirage au sort, parce qu'il y a 5 matchs, on prend les 5 premiers classés dans le classement, les premiers Africains classés dans le classement mondial, on leur désigne qu'ils vont recevoir dans le match retour. Et c'est un avantage de recevoir au match retour. Donc déjà, les mieux classés sont avantagés par rapport à ce type de tirage au sort. Et en Coupe du Monde... Il termine, après vous continuez. Donc, ça nous a rendu service. Par exemple, ça n'a pas été le cas pour d'autres équipes nationales, telles que l'Égypte, qui a été contrainte de jouer le retour au Sénégal, et ça leur a été fatal. Donc c'est très important ça, et aussi il y a un soft power de ça, de se placer
On est mieux classé que l'Allemagne aujourd'hui. Ben, imaginez le match. Ah oui. L'Allemagne, quadruple champion du monde. Et on est classé mieux que l'Allemagne. Et on est juste derrière l'Espagne 10 et le Maroc 11. Donc c'est très important. Ça, le classement 11, il remonte quand même à il y a une semaine, 10 jours. Non, c'est hier. C'était le dernier. C'est le dernier et le 11e. En fait, mathématiquement, si Samer il va être d'accord avec moi, par exemple, sur cette Coupe du Monde, vous aviez 32 équipes. OK ? Donc vous aviez 8 groupes de 4. D'accord ? Si vous êtes parmi les 8 premiers déjà, vous êtes au top, vous allez prendre des équipes. Donc vous avez dit à partir de quel niveau ça commence à vraiment être important. D'accord, okay. C'est à partir des 8 premiers. Là, on est 11. On va voir la Coupe du Monde des clubs, on va voir la Coupe d'Afrique, etc., les différentes Coupes d'Afrique qui se jouent. On gagne des points là. Ouais. Et si on est dans les 8 premiers, automatiquement, on ne tire pas les 7 premiers mondiaux et on peut aller très très loin avec ça. Parce qu'on ne se fatigue pas dans les premiers tours, justement. On ne joue pas la Croatie, par exemple, dans un premier match, etc. Merci, ça je l'ignorais. Khalid Doumo, merci pour vos éclairages, merci pour vos enseignements aussi. Vous avez dit pas mal beaucoup de choses et félicitations pour le coloris de votre cravate. Ma jolie cravate, oui. Merci aussi pour tout ce que vous avez dit et apporté comme information sur l'équipe nationale. Donc, en 2 secondes. J'aimerais juste rendre hommage au public marocain qui était un acteur majeur dans cette épopée. Oui, il y a eu énormément de choses qui ont été faites par ce public. Le fait de se déplacer, le fait de partir, le fait de prendre des risques, le fait, enfin, on va pas tarir d'éloges pour tout le monde. Donc pour cette Coupe du Monde, Argentine vainqueur par le titre, Qatar vainqueur par l'organisation. Je pense que le Maroc est vainqueur pour tout le reste. La sympathie internationale, la révélation et le reste. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.